si nous ne sommes plus le cœur du monde, en réalité, les despotismes sont plus fragiles que ne le sont les démocraties. Pourquoi? Parce que n'ont pas dans leur système un mode de rectification. Matrioshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Matrioshka. Alors qui sont les forts, qui sont les faibles? Qui sont les dominants d'hier, les puissants d'aujourd'hui et qui s'imposera demain grâce à quel ressort? C'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui dans Matrioshka, alors que les guerres sont de retour, que les blocs identitaires s'affrontent, des modèles de civilisation s'opposent. Eh bien nous, dans Matrioshka, on a essayé de s'interroger sur qu'est-ce qui anime tout ça? Au-delà de l'économie qui mène le monde ou le politique qui le dirige, il y a quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus présent, qui fait qu'on est fort ou qui fait qu'on est faible. Ce sont les émotions. Et c'est pour cette raison que nous sommes allés voir le géopolitologue Dominique Moïsi qui depuis 15 ans s'interroge sur l'évolution des émotions qui accompagnent les dynamiques internationales. Et vous allez l'entendre tout de suite, sa lecture du conflit israélo-palestinien donne à voir l'histoire contemporaine d'une façon totalement différente. Les Israéliens sont dominés par une forme de ressentiment, sinon de peur, et tout cela avec un énorme complexe de supériorité. Les Palestiniens sont dominés par un sentiment d'humiliation, et tout cela avec un énorme complexe d'infériorité. Alors je sais bien qu'il y a des conflits d'intérêts, de territoire, il y a le problème de l'eau, le problème de l'espace, tout ce que vous voulez. Mais à la fin du fin, c'est un conflit entre des émotions irréconciliables. Comment est-ce que, si on creuse un tout petit peu plus sur ce que vous venez de dire, comment on explique que les Israéliens se sentent portés par ce complexe de supériorité, les Palestiniens sur ce complexe d'infériorité? Qu'est-ce que ça dit aussi de ce qui les a fait, d'où ils viennent? Peut-être les Israéliens plus occidentaux, les Palestiniens. Comment vous posez ça? En 2000, j'avais reçu un prix pour la paix avec un intellectuel palestinien qui s'appelait Sari Nusseibeh. Et en recevant cette récompense, Sari Nusseibeh avait choisi de raconter une histoire que lui rappelait sa mère pour lui expliquer la nature du conflit. Et elle lui disait: voilà Sari, si tu veux comprendre, écoute-moi. Je me promène dans les rues étroites de mon village. Au-dessus de moi, une fenêtre s'ouvre. Quelqu'un projette une autre personne de la fenêtre, la défenestre. Et cette personne qui tombe de l'étage s'écrase sur moi au moment où je passe. La fenêtre qui s'ouvre, c'est celle de l'Europe. La personne qui jette une personne, c'est l'Européen. La personne qui est jetée, c'est le Juif, qui s'écrase en devenant israélien sur le Palestinien. Et donc le sentiment très fort du côté palestinien, c'est qu'il payait le prix pour les fautes commises par les Européens. Et le paradoxe des Israéliens, c'est qu'ils savent qu'ils viennent d'Europe, mais qu'ils ont été rejetés par l'Europe. Ils se sentent profondément occidentaux. Ils ont une revanche à prendre contre leur histoire et ils ont un succès extraordinaire. Quand on voit la transformation du pays, les avancées technologiques, le nombre de prix Nobel, les succès dans la nouvelle économie, etc. Et ils sont entourés par un peuple qui ne bouge pas. Donc il y a ce sentiment de supériorité des Occidentaux par rapport aux non-Occidentaux. Est-ce que votre lecture, Dominique Moïsi, c'est ce qui se passe dans cette région du monde a une déflagration sur le reste du monde? Oui. Ou est-ce que votre lecture, c'est
Il y a une géopolitique des émotions historiques et ça se cristallise là. Le mouvement est inverse. On voit bien depuis le 7 octobre les actes de barbarie commis par le Hamas que ce qui s'est passé au Moyen-Orient depuis a eu un impact profond sur l'ensemble du monde. Vous avez des manifestations nombreuses, multiples, dans les capitales occidentales et arabes et musulmanes. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les images des destructions à Gaza l'ont finalement emporté sur celles des massacres du 7 octobre. Et il est intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi Israël s'était déjà isolé auprès d'une grande partie de la jeunesse. Quelle est la bataille perdue? Et qu'est-ce que ça dit de la suite aussi? Ouais, ça veut dire qu'en réalité, la montée du Sud global qui existe fait qu'il y a une incarnation beaucoup plus grande des Palestiniens, une empathie beaucoup plus grande avec les Palestiniens. L'image qui dominait les Israéliens le 7 octobre, c'est un nouveau pogrom, le plus grave depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas pénétré dans la société internationale. L'image des bombardements israéliens comme l'incarnation du dernier impérialisme, du dernier colonialisme, de l'anachronisme, l'a emporté. Et je crois que les Israéliens doivent tirer des leçons. Nous vivons dans des circonstances proprement exceptionnelles. Nous sommes à la recherche de personnalités exceptionnelles. Au Moyen-Orient, il y a un vide. Chacun est conscient du fait qu'on est au bord du précipice, que le seul moyen d'éviter de sombrer dans ce précipice, c'est une solution politique, c'est le retour à l'idée des deux États. Et tout est prêt, tout a été discuté, presque accepté. Mais aujourd'hui, on ne voit personne, ni dans le camp palestinien, ni dans le camp israélien, pour reprendre le flambeau de la responsabilité politique. Qui sera le Mandela palestinien? Qui sera le Frédéric de Klerk israélien? Ce que vous dites, Dominique Moïsi, c'est que les choix politiques sont des incarnations d'hommes forts. Ils ont besoin d'être portés par des hommes forts. Les événements créent les hommes. Sans la Révolution française, Bonaparte serait resté un petit colonel marginal dans l'armée royale. Mais la rencontre entre un événement exceptionnel et une personnalité exceptionnelle a créé l'histoire, pour le meilleur comme pour le pire.